Malouche. Salut. Salut. Donc aujourd'hui, on va parler d'Avengers Infinity War, partie 1. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, à la base, donc Marvel voulait faire à la base 2 parties. Donc ils voulaient vraiment que ça soit appelé Avengers Infinity War partie 1 et partie 2. Mais en fait, ils ont un peu changé leur plan et ils se sont dit peut-être, on va faire un autre titre pour la partie 2. Donc ça sera sans doute pas Infinity War, ça sera sûrement autre chose. D'ailleurs, pour l'instant, je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils vont mettre comme titre. Ou alors, il y a très peu de personnes chez Marvel qui savent quel titre ils vont mettre. Donc, et je pense aussi que Marvel s'est dit, on va offrir quelque chose aux gens. On va leur offrir 2 films Avengers. Alors que pour moi, ça n'en est qu'un seul. C'est un long film, mais il est en 2 parties. Pour moi, ça n'en est donc qu'un seul. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais hâte de voir ce film. Ça faisait depuis, on va dire depuis que ce projet ambitieux a été lancé par Marvel en 2008 avec Iron Man. Mais j'avais encore plus hâte depuis que ça avait été confirmé à la fin d'Avengers. Donc on voyait Thanos se montrer à la toute fin du premier film Avengers. Et donc ça faisait donc 6 ans que j'avais hâte de voir ce qu'allait donner ce film. Donc voilà, on l'a enfin vu donc, ce week-end. Donc Avengers est réalisé par les frères Russo, Anthony et Joe Russo. Alors c'est ceux qui avaient réalisé Captain America Civil War et Captain America Le Soldat de l'Hiver. Et donc là ils sont à la réalisation de Avengers Infinity War partie 1 et partie 2. Donc voilà. Donc il faut savoir que le film il a été censuré en Indonésie. Donc je comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Parce que c'est qu'un film, je comprends pas pourquoi, et en plus c'est comme La Belle et la Bête, mais il avait été censuré en Russie, si je me souviens bien c'était ça. Il avait été censuré, ou interdit même, parce qu'il y avait un homme qui dansait avec un autre homme, ou alors un homme qui faisait des compliments à un autre homme. Faut pas abuser, et là c'est pareil, encore une fois. Mais bon, c'est comme ça, on revient au film. Donc le casting il est juste énorme. Donc voilà, j'ai enfin droit à mon orgie super héroïque. Donc voilà, c'est le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma, donc avec $1 milliard de budget. Donc clairement le film le plus cher de tous les temps. Avec je crois 400 millions pour la première partie et 600 millions pour la deuxième. Donc voilà, Marvel s'est vraiment donné les moyens. Alors au casting, on retrouve donc, je vais faire le casting puisqu'il est très long mais personne ne le fait, donc je vais m'en donner la peine. Alors au casting, on retrouve Robert Downey Jr., la belle Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Chris Evans. Donc on a le triangle des Chris, le triangle magique. Chris Evans, Chris Pratt, le beau Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Idris Elba, Zoé Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, qui fait d'ailleurs un peu de... on a une actrice française dans ce casting, qui joue Mantis, donc Pom Klementieff, ça fait plaisir. On a Don Cheadle, on a Benedict Cumberbatch, on a Benedict Wong, on a Tom Holland, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Gwyneth Paltrow, Danae Gurira, Laetitia White, Benicio del Toro. En bonus, en petit bonus, on a Peter Dinklage et on a Josh Brolin. Donc voilà pour le casting. Donc on va vous donner notre avis sur ce film et donc on va vous dire ce qu'on en a pensé. Donc comme d'habitude, on va commencer par les mauvais points et je vais laisser la parole aux pinailleurs et aux rêveurs. Alors, du coup on va commencer par les quelques trucs qui ont paru être clochés, comme par exemple, il y a certains personnages qui venaient juste d'arriver, comme en fait c'est l'équipe de Thanos, quoi, l'Ordre Noir, qui débarque et sans plus de développement que ça, à part peut-être, même s'il y en a qui est un peu plus développé que les autres, mais bon.
ils se mettent à se faire éjecter du film en fait, c'est un peu dommage. D'ailleurs pour moi littéralement d'ailleurs de se faire éjecter, mais bon voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas plus sur eux quoi, on n'ait pas plus de choses, on n'ait pas plus de voilà quoi, de connaissances à leur sujet, surtout que moi qui n'ai pas vu les comics du tout, j'en sais pas des masses en fait sur eux, hein, donc voilà, dommage. Et après, il y a peut-être aussi certaines interactions avec, je sais pas, certains personnages qui tiennent moyennement la route, mais sinon, sans ça, il me semble pas qu'il y ait majoritairement de problèmes. Donc, je vais laisser le reste. Voilà. Bon, ça peut être évident. Honnêtement, c'est vrai que d'habitude, je suis quand même le pinailleur de service, mais là, j'ai pas grand-chose à reprocher. Ça m'emmerde un peu, donc ça va être rapide. Alors, de 1, je déplore un peu la faible présence de Hulk. En fait, il apparaît juste au début pour se faire péter la gueule par Thanos, dans une scène de combat qui d'ailleurs est elle-même trop courte, je trouve. Ensuite, il y a certaines ficelles scénaristiques qui sont un tout petit peu trop visibles à mon goût. Ce qui est un peu dommage, mais dans les faits, c'est pas non plus vraiment gênant, c'est juste que résultat on voit venir à 100 km certains événements, ce qui est un petit peu dommage, oui, comme j'ai déjà dit. Et ensuite, encore une fois, comme l'a dit l'autre là, les sbires de Thanos qui, je trouve, se font pourrir un peu trop facilement. Je reproche pas le fait qu'ils se fassent buter, ça, honnêtement, moi je m'y connais pas trop dans l'histoire originale, mais c'est quand même con de s'en débarrasser aussi facilement. Il y en a un qui, comme il l'a dit, il se fait littéralement éjecter dans l'espace, comme ça, comme si on larguait des poubelles. Ensuite, il y en a une autre qui se fait littéralement rouler dessus. Et il y en a un qui se fait éclater contre une barrière énergétique. Gratuitement, je veux dire. Il pouvait pas leur filer une mort un peu plus, badass, quoi. Genre dans un combat à mort contre un des super-héros, par exemple. Je veux bien qu'il soit un peu craqué, mais quand même, de leur filer une mort de merde, juste pour compenser le fait qu'il soit craqué. Débile. D'ailleurs, c'est probablement pas très raccord avec les personnages originaux, non? Non, parce que bon, ils sont censés être plus badass. Bon, ils les ont montrés badass dans certaines scènes, mais moins badass qu'à l'origine. Et à des moments, on avait l'impression qu'ils étaient forts, et à des moments, moins. Et puis, ils sont pas censés mourir si vite, loin de là. Mais je pense que, comme je vous disais, je pense qu'ils les ont fait mourir tous dans ce film-là pour montrer aux spectateurs, voilà, on va équilibrer. Parce qu'après, les gens allaient se dire, oh, il n'y en a aucun qui est mort, mais il y a des gens qui sont morts. Je pense qu'ils ont vraiment voulu équilibrer les morts des deux côtés. Donc, c'est tout? Ouais. J'ai pas vraiment grand chose d'autre à reprocher. D'habitude, je m'attarde sur le scénario, mais là, j'ai pas vraiment trouvé de faille dedans. À part peut-être, moi, si tu prends en compte le fait que j'aurais aimé voir peut-être un Doctor Strange déployer un peu plus contre Ebonimo, voilà, Ebonimo, je voulais son nom. Voilà. À part ça, il y a vraiment j'ai un autre à dire, surtout qu'en plus à la base, le reste ça fait partie des bons points. Donc, il s'appelait comme ça celui-là? Ouais, Ebonimo. Ouais. Ah, qu'ils le disent pas. En fait, le problème, oui, c'est qu'ils citent aucun de leurs noms. Ils disent pas comment Thanos les a recrutés, ni rencontrés, ni même affrontés. C'est ce que je disais, il n'y a pas d'histoire sur eux, pas juste que ça. Après, bon, c'est vrai qu'en voyant la gueule de Corvus Glaive, on peut pas s'imaginer qu'entre Proxima et Corvus Glaive, il y a une sorte de romance. Parce que normalement, ils sont censés s'aimer, ces deux personnages. Mais on peut pas trop imaginer qu'avec la gueule de Corvus Glaive, il ils y a une peuvent... tronche de gobelin. Disons que maintenant, évidemment, maintenant que tu m'en parles, on peut voir effectivement dans la scène où elle vérifie s'il va bien, que c'est plus ou moins normal pour des méchants de s'épauler, mais... Ouais, c'est vite fait. C'est trop vite fait pour que même il a fallu que tu me le dises pour que je percute ce détail. Mais d'un côté, ça aurait été bien qu'ils... Bon, pas qu'ils développent une amour comme la sorcière rouge et pas Paul Bettany, ça c'est l'acteur, Vision, mais pas qu'ils développent un truc comme Vision et la sorcière rouge, mais qu'ils développent au moins qu'ils s'apprécient, qu'ils s'aiment, sans trop en faire, parce que ça reste des méchants, mais ça aurait cassé le code des méchants et ça aurait montré de l'amour dans le camp des méchants et en plus c'est des extraterrestres. Même si bon à la base tout le monde vient de... Ouais. On est tous des extraterrestres, mais je veux dire, ça aurait marqué le coup quoi.
Ça aurait montré quelque chose, Ouais. un lien d'amour entre deux méchants. Moi, s'il avait pu montrer de la complicité, quoi. Oui, voilà. Bon, maintenant que je vous le dis, vous en voyez, mais voilà, c'est Ouais. vite fait, quoi. Fallait vraiment foutre le doigt dessus pour qu'on le voit. Alors, ben, moi, je vais commencer, donc... ça fait pas partie ni des mauvais points, ni des bons points, mais il faut quand même le dire. Le budget, il est XXL. Donc, il n'y a rien à reprocher aux costumes, ni même aux acteurs, parce que tous les acteurs sont parfaits, mais voilà. Donc je vais commencer là vraiment par les mauvais points que j'ai trouvés. Alors je vais pas tout dire, mais je vais parler de certains. Alors, absence des séquences qu'on a vues dans la bande-annonce. Ouais. Donc absence de, par exemple, du plan large où on voyait l'armée du Wakanda chargée, avec devant on avait Okoye, le soldat de l'hiver, Hulk, le Ah ouais, Faucon. c'est vrai, elle était pas là, celle-là. Le Faucon, Black Panther, Captain America, bref. J'ai adoré ce plan. Je me disais, j'ai hâte de le voir dans le film. Bah, il n'est pas apparu, et c'est vraiment dommage. Il y a d'autres choses qui ne sont pas apparues, parce que dans la bande-annonce, il y avait Bruce Banner qui était à côté d'un des bras du Buster. Et je suis sûr que cette scène-là, ils en ont tourné une. Alors, soit c'est peut-être pour faire. Pour que les gens s'imaginent des choses. Mais même moi, je me suis imaginé que bon ben ils allaient développer des retrouvailles entre Hulk et la Veuve Noire, des retrouvailles un peu approfondies quoi. Que ça allait durer 2-3 minutes. Et je suis sûr que c'était elle dans cette petite scène-là qui devait lui parler. Mais bon, ça non plus, ça n'y était pas. Il y avait d'autres choses qui n'y étaient pas. Bon, c'est dommage. Mais bon, voilà. Mais bon, le film dure quand même 2h30 mais c'est vrai que j'aurais peut-être rajouté au film 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, histoire que Bruce Banner puisse échanger avec la Veuve Noire, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Et ça a été survolé, là. Avec une bonne blague, mais Oui, voilà. oui, mais c'est survolé. Ça a été survolé. Ça reste juste ça, quoi. Puis j'aurais aimé qu'ils développent d'autres choses et que certains trucs ne soient pas développés. Mais je reviendrai après. Donc 10 minutes ou un quart d'heure de plus, je vais pas non plus trop me plaindre, hein, parce qu'il y a déjà 2h30 et c'est énorme. Mais 10 minutes, un quart d'heure de plus, ça aurait été pas mal. Alors, un autre mauvais point. On n'a pas vu l'attaque de Thanos sur Xandar. On n'a pas vu comment il a récupéré donc une des pierres. Et je trouve que c'est dommage, et ça aurait pu, en 2-3 minutes, être résumé s'ils avaient rajouté 10 ou 15 minutes de plus. Mais ça aurait même pu être la scène d'intro en fait, qu'ils font d'habitude. Oui. Ou alors ils auraient pu expliquer avec un flashback ou n'importe quoi, mais j'aurais aimé qu'elle soit expliquée et pas directement. Bon, j'avoue que j'imaginais pas qu'il aurait fait comme ça, mais bon. Ensuite, quand il y a la bataille au Wakanda, bon, je chipote un peu, mais comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas Wakabi, le meilleur ami de Black Panther, qu'il n'y ait pas sa mère adoptive Ramonda et qu'il n'y ait pas Nakia, sa copine. C'est un peu... voilà. Je chipote, mais s'il y a M'Baku qui est un méchant de Black Panther qui vient l'aider dans le film, il devrait avoir sa mère adoptive, sa copine et son meilleur ami. Et je chipote, hein. Il y avait tellement d'acteurs dans ce film que... Et alors un autre petit point négatif, mais bon c'est tout petit, mais bon ça m'a un peu gêné. Un gant de l'infini en plus. Parce que sur Nidavellir, il y avait un gant de l'infini en plus. On en a clairement vu un. Alors dans les comics, il y en a que deux. Il y a un faux et un vrai. Là, donc visiblement, Peter Dinklage les produit à la chaîne. C'est un mou d'une maquette, moi. Je pense qu'ils ont voulu montrer qu'en fait il en produisait à la chaîne, hein, je pense. Bon, il faut savoir que si vous voulez vous procurer le gant de l'infini, c'est simple. Hein. Vous allez sur internet, vous l'achetez à 800 €, il existe. Il est à peu près grand comme ça, il existe. Il y a la réplique. Mais là, dans le film, dans l'univers Marvel, il n'y en a que deux. Et là, il y en avait un troisième que Tyrion avait lâché. Voilà. Ensuite, le nouveau bras de Bucky, il sert à rien. Déjà parce que ça ne suit pas l'histoire. Il est censé à un moment se faire arracher le bras, mais c'est censé être du vibranium. Donc récupéré par l'Hydra. Mais ça, ils n'ont jamais vraiment expliqué. Et le bras est moche. Le bras est moche, celui que les Wakandais lui ont fait.
Moi je le trouve vraiment moche. Hein. Il avait des traits dorés, je crois que ça gâchait tout. Bon, Et en c'est plus, un peu. il a aucune nouvelle fonctionnalité. Non, c'est juste un bras. Donc à quoi ça a servi de faire ça? Alors que son bras avant, qui était, on va dire argenté, gris argenté, avec l'étoile rouge, bon ok, l'étoile, ça voulait dire qu'il appartenait toujours à l'Hydra. Mais ça fait partie du personnage, ça fait partie de son passé. Captain America, il a des trucs sur lui de son passé, son habit. Après, le précédent, Et aussi quand il son s'était bouclier, fait arracher par Iron Man dans Oui, Civil War. oui, mais je l'ai expliqué Je ça. regardais. Mais voilà, il y a des trucs qui n'ont pas été très. Bon, on va pas s'en plaindre, mais voilà. Je trouvais qu'il servait à rien. Le bras il est moche et en plus il apporte rien de nouveau quoi. Bon, c'est un tout petit défaut. Et alors Groot, qui ne sert quasiment, je dis bien quasiment à rien. Le personnage maintenant, Groot ils le font d'une manière, on va représenter un adolescent pour que les adolescents s'identifient à lui. Alors il joue à la console, il fait sa crise d'adolescence. Il a servi quasiment à rien, je dis bien quasiment. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est peut-être le personnage le moins présent de tout le film. Même s'il apparaît beaucoup, mais il sert à rien. Et ça c'est quand même un mauvais point. Qui servent juste à symboliser l'adolescence et ils n'arrêtent pas de faire ça dans plein de films maintenant. Ils prennent genre un... En plus, ils avaient Spider-Man pour ça. Ils avaient Spider-Man, ils avaient tous les Gardiens de la Galaxie, ils auront Ant-Man, voilà quoi. Je veux dire, c'est un peu dommage qu'ils servent qu'à ça. Parce que même dans un extrait, j'ai même vu un extrait où ils faisaient mine de fumer quoi. Donc bon, voilà quoi, c'était... C'est dommage, et j'espère qu'ils vont un peu plus le mettre... voilà. Donc maintenant c'est bon, j'ai mis mes mauvais points. Hein. C'est bon, j'ai terminé sur les mauvais points. J'ai pas parlé du respect parce que sinon je me serais trop étalé. On en parlera sûrement dans une autre vidéo ou alors dans le deuxième film d'Avenger 3. Donc on va directement partir dans les bons points de ce film. Bon, pas vraiment là où je me spécialise, moi. Donc les bons points, comment dire ça? Alors, imaginez déjà un film qui dure quand même relativement longtemps, donc qui a une bonne durée, qui est riche en action, drama, dans tout ce qu'il faut, le beurre, l'argent du beurre, tout ça, et en plus qu'avec des bons acteurs, hein, sur le papier, c'est à peu près rêvé comme film. Il n'y a aucun acteur qui pêche. Ouais. On peut le dire. C'est sûr. Ça de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Sinon, voilà, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Les combats, ils ont vraiment de la gueule. Même si j'avais un peu chipoté à l'extrême, je me sens ça, ils ont vraiment tous de la gueule. On comprend bien. Je trouve que les rapports de force sont relativement respectés, même si du coup je trouve que ça va sûrement pas être un respect par rapport à l'œuvre de base, mais du coup il y a des rapports de force qui ont l'air d'être plus ou moins préétablis, comme quoi voilà, Thanos a telle force et c'est bien représenté. On voit clairement qu'il domine, etc. D'ailleurs, oui, vu que techniquement il gagne dans ce film, c'est presque son film à lui. Et du coup, voilà, c'est très réussi parce que le personnage est très réussi, il est excellent, il a tout ce qu'il faut. Voilà quoi. Il humanisait juste ce qu'il faut et on peut même des fois voir dans le traitement qu'il a eu la portée de folie qu'il a. Quand par exemple, il y a les notions de il fait du mal mais pour le bien, voilà, et voilà, c'est ironique, mais voilà, on voit bien la portée de la folie qu'il aurait éventuellement, voilà, un personnage qui a souffert, etc. Donc c'est bon, il est impeccable, du coup ça pêche pas du tout, ça pêche pas du tout. Bon après, voilà, sinon j'avais peut-être dit aussi les interactions entre certains personnages, mais sinon tout va très bien, hein, il n'y a pas de problème, tout le monde fait le café. Même des fois où c'est pas spécialement attendu, par exemple il y a Drax qui fait complètement l'effet voulu. Oui. Voilà. Et puis on peut dire bravo à Dave Bautista qui fait un très bon Drax. Parce qu'il y en avait qui le dézinguaient en disant ouais pourquoi ils ont pris Dave Bautista, c'est un catcheur à la base. Et alors Dwayne Johnson il a montré qu'il pouvait être un grand acteur. Et Dave Bautista est en train de montrer qu'il était destiné à interpréter ce personnage. Puis aussi, puisqu'on est dans les Gardiens de la Galaxie, autant parler aussi de Gamora qui est juste ce qu'il faut mis en avant. Voilà, avec l'importance qu'elle a dans l'histoire de base. Donc voilà, ça aussi, c'est très bien. Après, sinon, qu'est-ce qui pourrait
Non, mais sinon c'est impeccable. Il y a les morts qu'il faut parce que depuis le temps qu'il devait y en avoir apparemment, voilà, c'est pas dommage. Même ceux-là qui, on va dire, ça a l'air vraiment aléatoire pour certains, mais sinon ça a été. Si, il y a quand même des choix un peu couillus quand même, comme par exemple faire partir Black Panther, Ouais. alors qu'il a été très apprécié dans les premiers. Bon, forcément, il y en a certains qui vont revenir, mais oui, certains choix ont été très couillus. Après, c'est dommage qu'ils aient aussi tué Loki, mais apparemment c'est pour faire ce qu'il faut faire. Ah bah là oui. Et je vais d'ailleurs en parler. Bon. Donc, autour du pinailleur de pinailler. Bah, j'aurais du mal à pinailler sur les qualités, mais bon. Alors, Bah, bah, j'ai pour, pinaillé moi aussi sur les qualités. pour en revenir encore une fois à Thanos, il n'y a pas à dire, il est excellent et il faut dire que l'acteur fait vraiment bien le café. Sans déconner, à chaque fois qu'on le regarde, on voit bien que c'est pas juste un méchant unilatéral qui veut juste détruire le monde parce que voilà, c'est son kiff. Lui, il est vraiment très profond, ne serait-ce que dans la manière dont il est interprété et dans la manière dont il est écrit. J'aurais du mal à vraiment développer ça sans vraiment tout raconter, mais ce mec, en gros, il fait des trucs horribles, mais il est vraiment persuadé, intimement persuadé qu'il fait le bien. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ouais, il y en a d'autres qui repartent à l'école, hein. Attends voir, c'était qui il s'appelait déjà comment le con, le Justice League déjà? Il s'appelait comment? Steppenwolf. Ah, je sais plus parce qu'il était tellement marquant ce méchant, tellement Ah, ouais. présent que je sais. Ouais. Thanos a chié des étrons plus intimidants et plus marquants, j'en suis sûr. Non, mais après, Steppenwolf, c'est clairement le meilleur méchant de tous les films de super-héros qui ait jamais eu. Ah ouais, Clairement. mais bon, on commence par le bas. Mais disons qu'au moins Steppenwolf, il aura marqué les gens par sa nullité, et au moins on pourra savoir ce que c'est un bon méchant en comparant avec Steppenwolf. Si On c'est dira- pas comme Steppenwolf, c'est que c'est bien. On dira, bon, en degré de Steppenwolf, Thanos il en vaut combien 20 000 Voilà. Oh non, ça se calcule pas en Steppenwolf. Disons une Sinon, le infinité, chiffre est voilà. beaucoup trop. Bah voilà, Voilà. on a fini sur Steppenwolf. Voilà. Disons, voilà. On avait fait une vidéo précédemment sur Jumanji, où on avait fait mine donc de sélectionner des persos et d'aller dans le jeu vidéo de Jumanji. Moi j'avais sélectionné le personnage de Ruby Ultra Kick parce que elle était tout ce que j'aime, elle est tout ce que j'aime dans le cinéma, des femmes fortes qui s'imposent, qui bottent des culs, qui montrent leur caractère et qui se laissent pas faire. Et là, dans le film, on en a plein. Alors, quand je dis femme forte, bien sûr, c'est pas femme forte comme ça. Même si j'ai rien contre ce genre de personnes. Mais des femmes fortes de caractère qui s'imposent au milieu des mecs. Et ça, c'est bien. Ça montre quoi? Ça montre que la société évolue à travers le cinéma, à travers les films. Là, on a des femmes fortes de partout, on a les Dora Milaje avec Okoye, on a Black Widow, on a Gamora, Nebula, Mantis, Proxima, la Sorcière Rouge, on en a un paquet. Alors qu'avant, 20 ans en arrière dans les films de super-héros, aller trouver des femmes au milieu des hommes, il n'y en avait pas. Donc ça montre bien quelque chose, que la société évolue à travers le cinéma. Et ça, c'est un très bon point. Ensuite, aussi les personnes de couleur, puisqu'on a War Machine, Black Panther, le Faucon, Okoye, Shuri, l'armée du Wakanda. Il n'y a jamais autant de gens de couleur dans un film, hein, je crois pas. Hein. Ou alors pour un film qui parle justement Voilà, de la... ou alors un film qui parle de la question. Les couleurs, ils existent depuis War Machine. Oui, mais je veux dire, là, vraiment, on en a un bon petit paquet, et dans le temps, jamais on aurait dit un super-héros peut être noir. Donc voilà. Et dans le temps, jamais les gens n'auraient accepté ça. Le succès de Black Panther confirme aussi que la société est en train d'évoluer, et ça c'est bien. Maintenant que j'y pense, il me semble qu'il y a un moment, il y a eu un super-héros noir qui s'appelait Steel. Je crois que c'était interprété par un basketteur et c'était tellement à chier. Oui, mais c'était un personnage... Il était Marvel, lui? Je sais pas, non, il était de la merde. Je sais pas, Mais c'est pas grave, tu pourras un jour en parler dans tes films à chier. Youpi. Alors, Non, où j'en étais? Donc, il faut savoir aussi que dans ce film, on a énormément de personnages créés avec la motion capture. On a Hulk,
On a War Machine, on a Iron Man, Thanos, bien évidemment. on a Thanos, on a Spider-Man, on a l'Ordre Noir, on a un peu Vision et un peu Black Panther. Donc il y en a vraiment beaucoup, il y a un travail immense qui a été fait sur ce film, dans plein de domaines. Et donc un autre point positif, le très gros point positif de ce film, parce que sans un grand méchant, t'auras pas un très bon film. T'auras même un film de merde. Et ben Josh Brolin, qui a fait un travail juste formidable, avec sa prestation avec la motion capture pour interpréter Thanos. Alors bien qu'il n'y ait pas que lui, il y a les gens les techniciens du film, quoi. Tous ceux qui sont derrière les effets spéciaux, qu'il faut là aussi faut les féliciter. Mais Josh Brolin, faut interpréter, on va dire ouais c'est normal, c'est facile, c'est normal, c'est pas trop dur d'interpréter un personnage avec la motion capture, il suffit de faire des grimaces. Non, c'est pas que ça, et clairement, putain, il crève l'écran, on sent le visage de l'acteur, et il lui donne beaucoup de choses au personnage, mine de rien. Et c'est du très beau travail, et donc je tiens à le féliciter et à féliciter ceux qui ont fait les effets spéciaux. Alors après, la personnalité de Thanos, on l'a en grande partie, pas toutes, mais on en a pas mal. Je pense qu'ils vont encore explorer pas mal de choses dans la seconde partie. Donc on a sa folie, on a son obsession de l'équilibre des choses, on a son côté sadique, quand il s'amuse avec les héros ou d'autres choses qui n'ont pas encore été dites, ou qui seront peut-être pas dites, je sais pas. On a sa quête spirituelle des pierres d'infinité. On a plein de choses qui font qu'ils ont quand même plutôt bien respecté le personnage dans sa globalité. Voilà, donc de ce côté-là, encore un très bon point. Et en plus, Thanos apparaît, je pense, à peu près 40 minutes dans le film. Parce qu'il est vraiment là, c'est le personnage central du film. Le film, il tourne autour de lui, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs une très bonne idée d'avoir fait ça. Loki, il apparaissait longtemps dans Avengers. Ultron aussi. Mais lui, il apparaît encore plus. Donc c'était une très bonne idée, et donc voilà. Donc, autre bon point sur Thanos, la menace oppressante qu'il représente. Parce qu'à des moments, moi j'avais. Que ça suive ou non les comics, ou alors que ça te surprenne dans le film, des fois j'avais peur que, alors qu'il était tout près d'un héros, j'avais peur qu'il lui casse la nuque, quoi. Qu'il y ait un geste d'un coup, et que par exemple, je sais pas, il pète une nuque, je sais pas, je me disais, il est tout près là. Voilà, ça prouvait bien que c'était efficace. Donc vraiment, ça aussi. Et puis on va dire, il y a un truc qu'il faut dire. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la salle de cinéma. D'habitude, il y a toujours des petits cons qui ouvrent leur grande gueule, qui discutent pendant le film. Là, c'était le silence. Je sais pas si vous avez remarqué. Il n'y avait pas un bruit. Ça voulait dire quoi? Que le film était réussi, captivant, que le méchant faisait le café, que tout le film était très bien mis en scène. Les spectateurs serraient les fesses. Moi, je serrais les fesses, les autres serraient les fesses, pas un bruit hormis. Et le seul bruit qu'on entendait dans la salle, c'était comme ça. Les gens avaient peur, avaient mal pour les héros qui se faisaient fracasser des fois. Et le signe que les gens faisaient comme ça, c'était très bon signe. Remarque, quand on bute un personnage dans les premières minutes du film, là, les spectateurs commencent à se dire « Ah, ils vont peut-être en buter d'autres. » Oui, surtout qu'il en a buté deux dans les quelques premières minutes du film, pas qu'un seul, mais... Je veux dire, quand Loki s'est fait tuer par Thanos, ça m'a fait serrer les fesses. J'étais content puisque voilà, il fallait des morts, c'est une mort respectée. Mais voilà, il s'imposait directement, l'ordre noir aussi s'imposait directement. Et donc voilà, donc ça mettait bien tout en place. Mais aussi, quand Thanos par exemple frappait Iron Man au sol, les gens faisaient les mêmes bruits, quoi. Et ça voulait clairement dire quelque chose, ça voulait dire que le méchant était réussi et que le film était vraiment très bien mis en scène. Un autre bon point, le mélange qu'ont fait les frères Russo en mélangeant la symbolique de la mort et Crâne Rouge, un méchant de Captain America qui est apparu dans le premier volet. Alors au début, je l'ai mal pris, mais je suis pas du genre à non plus à pas réfléchir plus loin. Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce que tu dis, c'est super.
je me doutais qu'ils n'allaient pas pouvoir faire apparaître la mort d'une façon toujours présente à l'écran. Certaines personnes n'allaient pas comprendre. Donc ça, c'est une des rares choses qu'ils n'ont pas mis pour Thanos. Mais ils l'ont au moins mis pendant 5 bonnes minutes avec la scène avec Gamora. Et c'était efficace. Et le fait d'avoir mixé Crâne Rouge et la mort, franchement, bravo à cette prise de risque. Parce que certains vont peut-être pas comprendre, certains vont dire qu'est-ce que c'est. Non, c'était une sorte de métaphore, une sorte de... Voilà quoi. Je veux dire, c'est... Ça, franchement, bravo. Ensuite, un autre petit bon point, mine de rien, la petite actrice qu'ils ont pris pour jouer Gamora enfant, le visage, il allait parfaitement avec la Gamora adulte. Parce que des fois, dans certains films, on a des enfants pris pour interpréter l'adulte, mais tu te dis... Je sais pas si ça va donner ça quand il va grandir. Voilà, tu te dis, ça va peut-être pas donner ça, hein, c'est pas tellement ressemblant. Et là, clairement, on sentait la Gamora adulte dans la Gamora enfant. Et donc voilà, après la gamine, ils lui ont pas demandé de jouer le rôle de sa vie, elle joue ce qu'elle doit jouer, quoi. Mais ça aussi, c'était très bien. Alors un surprenant Black Panther, parce que malgré le succès en salle de son propre film en solo, il n'est pas tellement mis en avant dans le film. Et puis voilà, ça a surpris, mine de rien. Alors la réalisation des frères Russo, elle est impeccable, puisque ils prouvent une fois de plus que c'est deux très grands réalisateurs. Alors je sais pas, je les ai pas vus dans d'autres films, mais alors pour mettre en scène des films de super-héros, que ce soit Captain America, le Soldat de l'Hiver, Captain America Civil War ou celui-là, franchement c'est des grands. C'est des grands. Là, parce que les scènes elles sont hyper fluides, on n'a pas l'impression que ça a été coupé à la zeub. Les scènes donc sont hyper fluides. On passe de New York au Wakanda, on passe de la Terre à l'espace, donc on passe de la Terre à Titan, de Nidavellir à Vormir, de Titan à Woberi, la planète de Gamora dans un flashback. Donc mine de rien, dans Justice League, juste pour prendre la comparaison, hein, parce que c'est obligé, c'est les deux maisons qui produisent des super-héros, on est obligé de comparer. Dans Justice League, il y a quoi? Il n'y a que la Terre. Ouais. Il n'y a que la Terre, et même avec la Terre, ils n'ont pas réussi à faire qu'avec la planète Terre, 6 super-héros et une moitié de méchants, un bon film. Là, une moitié, Une petite moitié. on va dire qu'il y avait 6 personnages ennemis dans le film Justice League. Et pourtant, avec ça, ils n'ont rien réussi à faire. De la grosse merde. Et là, on passait de planète en planète, tout en étant assez cohérent, assez fluide. Donc là aussi, bravo, parce que putain, c'était pas sûr que ça allait être la grande réussite de ce côté-là. Donc, et la mise en place cohérente aussi des différents super-héros et de leur univers. Parce qu'ils ont bien réussi à imbriquer tous les univers des différents super-héros et à les mettre tous ensemble sans que dans le film on trouve que c'est mal foutu. On a parlé un peu du problème dans Civil War, on montre le Wakanda, on montre un peu l'univers autour de Black Panther, l'univers autour de Iron Man, de Thor. Donc tous les univers sont bien imbriqués, donc là aussi c'est parfait. Donc là aussi bravo. Je voulais juste rajouter un petit truc que j'avais oublié. Une qualité qui est pourtant assez évidente et une assez importante marque de fabrique dans les Marvel, c'est l'humour quand même. Oui, L'humour, il est assez présent et pourtant il arrive à ne pas complètement faire chuter la tension dans les scènes. Et j'allais en parler de l'humour, j'allais juste en parler. ce qu'il faut, de toute façon. Ouais. J'allais en parler. Honnêtement, là l'humour il était assez excellent. Je veux dire, il arrivait à te faire sortir un petit sourire, même si tu sais que la situation est quand même assez dramatique. Et c'est quand même un exercice assez compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué parce qu'il fallait nuancer le truc de manière à ce que le film soit le plus sombre de tous les films Marvel à ce jour. Puisque dans l'ordre des plus sombres, on a quoi? On a l'ère d'Ultron et on a Civil War et ensuite on a celui-là maintenant. Il fallait nuancer le côté sombre, la gravité des choses, mais mettre un peu d'humour sans que l'humour détériore le côté sombre.
Fallait vraiment, vraiment bien doser. Ouais. Là encore une fois, Justice League s'est bien planté, comme par exemple avec Aquaman et ses copains Piranha. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, maintenant, c'est comme ça, hein. Ouais. On peut rien y Même faire. quand ils repompent Marvel, ils n'arrivent même pas à le faire bien. Mais bon, Justice League, de toute façon, je crois que sur tous les bons points de ce film-là, on peut y revenir. Ouais. En fait, cet Avenger, c'est un peu un anti-Justice League. Je viens de réfléchir. Et donc, les Gardiens de la Galaxie, bon, sont mis un peu en retrait, mais sans pour autant ne pas avoir de l'importance. Ils sont là pour rajouter de l'humour au film, comme Spider-Man, comme Star-Lord, ou même peut-être oui, Tony Stark aussi. Ils sont là pour ajouter de l'humour, sans pour autant, en aucun cas, baisser la noirceur du film. Et ben ça aussi, ben voilà, faut le dire. Grâce à certains personnages, et ben, les frères Russo, ils ont bien nuancé le truc et encore une fois, ben, bravo quoi. Parce que c'était un exercice très difficile à faire. Donc voilà, en bonus, en petit bonus dans le film, et ben, j'ai eu droit à Peter Dinklage, qui était dans un des rôles que je le voyais peut-être faire dans l'histoire des comics. Et ben là, il est clairement dans le personnage que j'aurais préféré le voir. Et ben, il joue donc Eitri, le roi des nains. Et ben, ça fait vraiment plaisir. Il est cette fois-ci, après avoir joué Tyrion dans Game of Thrones, il est cette fois-ci, donc là il fait 6 ou 7 mètres, donc il est cette fois-ci à la hauteur de son talent. Clairement. C'est la première fois qu'il a été plus grand acteur sur le plateau. Clairement, donc là, voilà. Donc il est là donc pour faire le forgeron. Hein. Dans les comics, par exemple, c'est lui qui a forgé par exemple Gungnir, la lance d'Odin. Il est là pour forger plein d'armes célestes. Donc voilà, donc on a eu droit à cette scène-là. En plus, elle était sympatoche. Et ça fait plaisir de voir Peter Dinklage au casting. Ça rajoute encore un level au casting de ce film. Alors, il faut savoir quand même que le défi, pour les frères Russo, c'était un peu le défi ultime, ce film. C'est franchement, pour n'importe quel réalisateur, c'est le défi ultime, un film comme ça. Arriver à mettre autant de planètes, d'univers, de personnages, de noirceur, et en mettant un peu d'humour, c'était le défi ultime. En plus, il faut savoir quand même qu'il y avait 2700 plans à effet visuel durant tout le film. Il y en avait environ 1500 pour Avenger, 1800 je crois pour l'ère d'Ultron. Là il y en a 2700, c'est énorme. Donc c'est un travail de titan, c'est le cas de le dire. Il y a eu 14 studios à effets spéciaux qui ont produit ce film. Donc 14 studios, c'est énorme. Il y a eu 3 studios rien que pour faire le personnage de Thanos. Donc 3 studios ont bossé comme des malades pour créer ce personnage, pour le modéliser comme dans les comics et avec le visage de Josh Brolin, qui lui a dû bien en chier aussi pour la motion capture. Donc bravo à tout ça. Ensuite, on va donc décerner une note. Donc moi, je vais vous laisser donner une note. Hein. Alors après, oui, c'est sûr que c'est une note par rapport au fait que le film a pris des risques, etc. Et que techniquement, c'est vraiment grâce aux autres films, techniquement qu'il est aussi haut avec sa note, c'est-à-dire pour moi qu'il vaut au moins 8, il vaut un bon 8 concret, voire même un 8,5. Et ça, il les vaut parce que vraiment, voilà, il a fait ce qu'il devait faire le film, mais surtout c'est aussi un peu quand même grâce aux autres films, parce que c'est tout, c'est tout le projet en lui-même hein, qui est représenté dans ce film. Et si ce film avait été foiré, alors ça aurait pas remis tout en question, mais ça aurait remis en question pas mal de choses. Parce que les gens, on les voit souvent là, ils disent si le méchant est bien fait, si les héros sont bien faits, si tout est bien mis en scène, qu'ils ont de la profondeur, les gens ils vont rien dire, ils vont même pas dire félicitations. Ils vont même pas souligner le fait que c'était hyper dur. Par contre, si le film est à chier, que le méchant est à chier, alors là, ils vont le dézinguer, le film. Et ça, il faut bien le dire. Les gens, ils sont pas tendance à dire « ouais, bravo ». Par contre, ils ont tendance à bien
bien mettre... Donner un coup de pied à l'homme ouais, déjà à terre. voilà. Donc là, c'est bien pour ça que je précise que je suis très satisfait de plein de choses dans ce film et que bravo encore une fois. Alors, quant à moi, en termes de notes, vu que objectivement j'arrive pas à trouver plus de 3 points négatifs qui soient vraiment valables, objectivement je peux pas mettre une note vraiment bien basse. Là, honnêtement, je me vois mal mettre bien en dessous de 9. Donc c'est ce que je vais mettre, 9 sur 10. Après, si on y pense aussi, l'enjeu était quand même bien important, donc si on devait le comparer au reste des films Marvel, je pense que ce serait quand même, en théorie quand même, le meilleur film Marvel de tous. Enfin, il pourrait facilement se disputer les premières places. Après, personnellement, l'Avengers 1 sera toujours mon préféré, perso. Alors moi, ma note elle va manquer d'objectivité concernant certains respects des comics et concernant le déroulement, la chronologie de certains faits. Parce que certains... fallait s'adapter avec les précédents films et c'était pas les mêmes réalisateurs qui avaient fait les autres films avant celui-là. Mais bon, soit il se rattrape bien, soit la majeure partie du temps, on peut pas tout mettre dans un film, même s'il dure 2h30, et que c'est déjà pas mal. Mais il manque du respect, il y a aussi pas mal de respect, mais c'était tellement compliqué à mettre en scène ce film. Le rendu est quand même spectaculaire, il apporte beaucoup d'émotions le film, donc rien que pour ça, et puis en plus il pouvait vraiment passer à côté du film. De ce que j'ai vu, franchement je vais lui mettre 9 sur 10. Parce que c'était très dur parce que je suis conscient que c'était très dur à mettre en scène tout ça. Comme je l'ai dit tout le long de la vidéo. Donc rien que pour ça, je vais lui mettre 9. Et il y a du respect aussi. Donc voilà. Un bon 9. Un bon 9. Et donc je vais juste finir par parler aussi de... Ant-Man va avoir la lourde tâche de passer juste après ce film. Mais bon, vu qu'il nique la logique, Ouais. il rapetissit, il grandit, il nique bien la logique. Alors je pense qu'il va relever le défi comme d'habitude. Il était passé derrière l'ère d'Ultron et il avait fait un score plutôt correct pour un super-héros qui était assez méconnu des spectateurs. Donc il va passer juste derrière ce film. Et donc il va passer entre les deux films Avengers et Miss Marvel aussi. Et j'ai hâte de voir donc Ant-Man 2. J'ai hâte de voir à quel point il va bien niquer la logique. Ant-Man passe toujours par derrière. Et donc voilà, et j'aimerais juste parler aussi de Stan Lee, parce qu'en ce moment il va pas très bien au niveau de sa santé. Il a perdu sa femme en décembre dernier. J'espère qu'il va pas nous quitter tout de suite, qu'il a encore de longues années devant lui, parce que j'ai encore envie de le voir faire des apparitions, des caméos dans les films Marvel. Et j'espère qu'il aura la chance de pouvoir encore voir d'autres de ses créations avec d'autres scénaristes portées sur grand écran. Voilà, donc une pensée à Stan Lee, le dieu de Marvel. Voilà, donc voilà, on a fini. Donc Wakanda pour toujours. Et puis, vous avez pas fait aller voir ce film. Et puis je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Ciao. Adios.